C'est une blague? Pourquoi cette femme noire est-elle assise en classe affaires? Le commandant de bord a bloqué la porte d'embarquement. Ses yeux étaient, remplis de jugement. « Monsieur, voici mon billet, siège 2A. » Il l'a ignoré. « Je m'en fiche. » Écoutez, les passagers de la classe affaires paient pour le confort, pas pour s'asseoir à côté de quelqu'un qui sent mauvais et qui salit le siège. « Monsieur, je paie comme tout le monde. Vous avez les moyens de vous payer ça? » Le commandant l'humilie. « Les gens comme vous ne sont bons qu'à voler. » Il a arraché son sac à main et l'a jeté sur le sol en béton. La fermeture éclair a éclaté. Ses affaires se sont éparpillées partout. « Sortez. » C'est répugnant. Elle s'est agenouillée, ramassant silencieusement ses affaires. Ses mains se sont serrées. Puis, des bruits de pas rapides. Le pen.24. Copilote est arrivé en courant, le visage pâle. Il a dit quelque chose qui a instantanément effacé le sourire du commandant. Il a réalisé que ce qu'il venait de faire avait ruiné 22 ans de sa carrière. Musique? Laissez-moi vous ramener au début. 3 heures avant cet instant à la porte d'embarquement, Apolline Valère se tenait pieds nus dans sa cuisine à Neuilly-sur-Seine. Le soleil matinal perçait à travers les stores. L'odeur du café frais remplissait la pièce. Sa fille de 17 ans, Zélie, était assise au comptoir et faisait ses devoirs. « Maman, tu es vraiment obligée de prendre l'avion ce soir? » Apolline a souri. Elle a versé 2 tasses, une noire, une avec beaucoup trop de crème, exactement comme Zélie l'aimait. Juste un. Aller-retour rapide à Bordeaux, mon bébé, je rentre dimanche. Tu dis toujours que c'est rapide. Apolline lui a embrassé le front. Cette fois, c'est vrai, elle n'a pas mentionné la raison de son vol. Elle ne le faisait jamais. 4 fois par an, Apolline montait à bord de l'un des vols de sa propre compagnie aérienne, habillée comme une passagère ordinaire. Pas d'uniforme, pas de badge, pas d'entourage. Juste un jean, des baskets et un sac de voyage en cuir qu'elle possédait depuis 15 ans. Elle appelait cela des vols fantômes. L'entreprise appelait cela des inspections d'assurance qualité. Quoi qu'il en soit, le but était simple. Voir comment la compagnie traitait réellement ses passagers, quand aucune personne importante ne regardait. Apolline Valère était la directrice générale des opérations aériennes chez Air Méridien. Chaque pilote, chaque membre d'équipage, chaque agent au sol répondait à sa chaîne de commandement. Elle contrôlait les itinéraires, les plannings, les affectations des équipages et les commissions de discipline. Mais, ce soir, elle n'était qu'une femme sur un siège côté hublot. Elle a commandé un VTC pour l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Pas de voiture de fonction, pas de chauffeur tenant une pancarte. Elle a franchi les portes automatiques du Terminal 2F, avec son sac sur une épaule et son téléphone, à la main. L'aéroport était un véritable chaos. C'était un vendredi soir, fin juillet. La moitié du tableau des départs clignotait en jaune avec des retards. Des familles étaient affalées sur le sol du terminal. Un bébé hurlait quelques G, par près de la porte F14. La climatisation luttait contre la canicule parisienne et tout le terminal sentait la restauration rapide et l'air recyclé. Apolline a passé le contrôle de sécurité Access Nugrin en moins de 4 minutes. Elle a acheté un café noir à un kiosque près de la porte FDX9. Elle a remercié le GNF, serveur par son prénom. Elle lisait toujours les badges. Puis elle a trouvé un siège près de la porte 22 et s'est installée. Volaire Méridien AM 412A. Destination de Bordeaux-Mérignac. Départ 19h45. Classe affaires. Siège 2A. Elle a sorti son téléphone. 14 emails non lus de son équipe de direction. 1. Proposition de budget du directeur des opérations. Un message du responsable de la formation des équipages concernant de nouveaux protocoles de sécurité. Elle les a fait défiler calmement en sirotant son café. Puis, un SMS de Zélie. « Ramène-moi un truc de Bordeaux, je t'aime. » Elle a répondu avec un emoji cœur et a glissé son téléphone dans sa poche. À la porte fin 2, la situation se dégradait. 3 vols en correspondance avaient été retardés. Les passagers étaient réaffectés à tour de bras. L'agente d'embarquement, une femme nommée Nadine Lefebvre, gérait la situation toute seule.
Ses doigts volaient sur le clavier. Sa voix restait calme même lorsqu'un homme en costume d'affaires lui a crié dessus parce qu'il avait raté sa correspondance. « Monsieur, je comprends votre frustration. Laissez-moi voir ce que je peux faire. » Nadine était douée dans son travail. 11 ans au sein de la compagnie. Elle savait comment absorber la colère sans craquer. Apolline l'a observée depuis la zone d'attente. Elle a pris une note mentale. Cette agente mérite d'être récompensée. Puis elle l'a entendu avant de le voir. Des pas lourds sur le sol poli. Le claquement sec de chaussures de ville marchant trop vite. Une voix qui aboyait, dans un téléphone. « Je m'en fiche de ce que disent les opérations à Paris. C'est moi le commandant. C'est ma décision. » Le commandant Gauthier Chasagne. Il est apparu depuis le couloir des équipages en grand uniforme. 4 galons, dorés sur chaque épaule. Des lunettes de soleil d'aviateur remontées sur son front. À l'intérieur, la mâchoire serrée. Le torse bombé comme s'il entrait en scène. Il est passé devant une jeune agente d'escale qui luttait avec un bourrage papier. Ne s'est pas arrêté. Il a frôlé une mère qui tirait 2 valises à roulettes et une poussette. Ne l'a pas remarqué. Il a atteint le poussette, comptoir de la fin 2, a lâché sa sacoche de vol sur la banque et a regardé Nadine, comme si elle lui devait de l'argent. « Mon appareil est-il enfin propre? » « Presque prêt, commandant. » Encore 5 minutes. Il a expiré bruyamment par le nez. Cette compagnie part en vrille. Nadine n'a rien dit. Elle avait déjà vu son genre. 22 ans d'ancienneté. 3 plaintes au RH qui n'avaient abouti à rien. Un homme qui croyait que l'uniforme le rendait intouchable. Apolline a observé tout cela depuis son siège. Elle a débouché un stylo et ouvert son carnet en cuir. Elle a écrit un seul mot. Chassagne. L'embarquement a commencé à 19h15. Nadine Lefebvre a pris le micro. Sa voix a percé le brouhaha du terminal. Calme. Entraîné. Professionnel. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous procédons maintenant à l'embarquement du vol Air Méridien AM 412 à destination de Bordeaux. Les passagers de la classe affaires et les passagers prioritaires sont invités à se présenter à la porte DA. Présent. Apolline a fermé son carnet. Elle l'a glissé dans son sac, s'est levée et a rejoint la file de la classe affaires. 6 passagers devant elle. Des costumes d'affaires. L'odeur du cuir et d'eau de Cologne de luxe mélangée au whisky de Lise Blankski 2. L'aéroport flottait dans l'air chaud. Personne ne lui a accordé un second regard. Elle a atteint le comptoir. Nadine a scanné sa carte. L'écran a bipé au D. Vert. C'est tout bon pour vous, madame. Siège 2A. Bon vol. Merci, Nadine. Elle a marché vers la passerelle. C'est alors que Chassagne a frappé. Il est sorti du couloir des équipages, s'est planté directement devant l'entrée de la passerelle. Une main à plat, contre le mur, son corps bloquant complètement le passage. Ses 4 galons, dorés, ont accroché la lumière crue des néons au plafond. Un instant. Apolline s'est arrêtée. Je dois vérifier vos documents d'embarquement avant que vous ne montiez dans mon avion. Elle a brandi sa carte. Je viens de passer le scan. L'agente m'a validé. Il n'a pas regardé la carte. Il a regardé ses baskets, son jean, son chemisier, puis lentement, délibérément, il est remonté jusqu'à son visage. Je me fiche de ce que l'agent a fait. C'est moi le commandant. Rien n'embarque dans mon avion sans mon approbation personnelle. Il a fait une pause, a laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que ce soit presque douloureux. Surtout quand quelque chose ne semble pas normal. Le mot quelque chose a atterri comme une gifle. Un homme d'affaires derrière Apolline a changé de pied d'appui. Une femme, qui agrippant une valise à roulettes, est soudainement devenue fascinée par l'écran de son téléphone. Le bruit du terminal a semblé rétrécir autour d'eux. Personne n'a parlé. Chassagne a arraché la carte d'embarquement de la main d'Apolline, sans demander, sans tendre la main poliment. Il l'a prise de la façon dont on enlève du jet d'une table. Il est retourné au comptoir et l'a claqué sur la banque. Nadine, repassez, ça. Nadine a cligné des yeux. Commandant, je l'ai déjà. Scanné. Est-ce que j'ai bégayé? Repassez-la. Encore. Elle l'a fait. L'écran a bipé au vert. Confirmé. Commandant. Classe affaires, siège 2A, payé. Plein tarif.
Chassagne a fixé l'écran pendant 3 longues secondes. Sa mâchoire bougeait de gauche à droite comme s'il mâchait quelque chose d'amer. Puis il s'est retourné, vers Apolline, qui n'avait pas bougé d'un centimètre. « Où avez-vous eu ce billet? » « Je l'ai acheté en ligne. Il y a 3 semaines. Avec l'argent. » « De qui? » La question flottait dans l'air comme une lame de guillotine. Apolline a senti la chaleur monter derrière ses yeux. Pas des larmes, pas de la rage. Quelque chose de plus profond. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qu'elle portait tant. Elle depuis qu'elle avait 12 ans, lorsqu'elle se promenait dans un grand magasin, avec sa mère pendant que le vigile les suivait dans absolument chaque rayon. « Avec mon propre argent, monsieur. » La mâchoire de Chassagne s'est contractée. Il n'était pas satisfait. Il n'allait jamais être satisfait, car la réponse n'était pas le problème. Sa présence était le problème. « Montrez-moi une pièce d'identité officielle. » Ce n'est pas requis pour l'embarquement d'un vol intérieur après avoir passé les contrôles de la police aux frontières. Je ne vous demande pas ce que la police exige. Il s'est approché. Assez près pour qu'elle puisse sentir le café éventé sur son haleine. Assez près pour qu'elle puisse voir les veines rouges qui parcouraient le blanc de ses yeux. C'est moi qui décide qui monte dans cet avion. Et en ce moment, je n'aime pas ce que je vois. La file derrière eux s'était complètement figée. 9 passagers. Une famille, avec 2 jeunes enfants accrochés aux jambes de leur père. Un vieil homme, s'appuyant lourdement sur une canne en bois. Une étudiante avec un casque autour. Du coup, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Tous regardaient. Aucun ne bougeait. Personne ne disait un mot. Apolline a mis la main dans son sac, lentement. Elle a sorti son permis de conduire et l'a tenu en l'air, ne le lui donnant pas, contentant de l'exhiber. Apolline Valère, permis de conduire français. Puis-je embarquer maintenant? Il a jeté un coup d'œil à la pièce d'identité de la même manière que l'on inspecte un faux billet sous une mauvaise lumière. Apolline Valère. Il l'a répété comme si ce nom laissait un goût rance sur sa langue. Jamais entendu parler de vous. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis pour me laisser embarquer sur un vol que j'ai payé. Quelque chose a changé dans ses yeux. Pas de la honte. Pas de l'hésitation. De l'irritation. L'irritation froide d'un homme dont l'autorité n'avait jamais été remise en question. Et certainement pas par quelqu'un qui lui ressemblait. Il s'est tourné vers les passagers derrière Apolline. Toute son attitude a changé instantanément. Sourire chaleureux, paumes ouvertes, un homme complètement différent. Mesdames et messieurs, désolé pour ce contretemps. Contrôle de sécurité de routine. Vous savez ce que c'est. Il leur a fait signe de passer. Un par un. L'homme d'affaires. Le vieil homme. L'étudiante. Chacun d'eux est passé devant Apolline sans établir de contact visuel. Chacun d'eux a fixé le sol en la dépassant. Absolument tous étaient blancs. Quand la file s'est vidée, Chassagne s'est retourné. Juste eux deux maintenant. Et Nadine derrière le comptoir, les jointures blanches sur le bord de la banque, osant à peine respirer. Vous êtes toujours là. J'attends toujours d'embarquer sur mon vol, monsieur. Il a expiré un long et lourd souffle de dégoût par le nez. Puis ses yeux sont tombés sur son sac, le sac de voyage en cuir usé sur son épaule. Ce sac est hors format. Ce sont les mêmes dimensions que le sac que monsieur devant moi a emporté en cabine. Son sac a passé mon inspection. Pas le vôtre. Il a tendu la main, paume vers le haut. Donnez-le-moi. Il part en soute. Je préfère le garder en cabine. Je ne vous demande pas votre préférence. Il a attrapé la lanière et a tiré d'un coup sec. Apolline a tenu bon pendant une demi-seconde. Pur réflexe, puis a lâché. Elle n'allait pas laisser la situation devenir physique. Elle n'allait pas lui donner cette arme. Chassagne a soulevé le sac par une seule lanière. Il s'est tourné vers le comptoir d'embarquement. Puis il l'a jeté. Pas fait tomber, pas posé, jeté. Le sac a heurté le béton avec un bruit sec et dur qui a résonné dans toute la zone d'embarquement. La fermeture éclair avant a éclaté. Un carré de soie est tombé sur le carrelage. Crasseux. Un câble de chargeur de téléphone a glissé sur un mètre. Une petite photo encadrée d'Apolline et Zélie a atterri face contre le sol sale de l'aéroport. Le bruit a fait taire les conversations à 10 mètres à la ronde. Nadine a poussé
Un cri étouffé. Sa main a volé à sa bouche. Commandant, vous ne pouvez pas. Je fais ce que je veux dans mon appareil. Il ne s'est même pas retourné. Étiquetez-le, mettez-le en soute, éloignez ça de moi. Apolline a regardé ses affaires éparpillées sur le sol. Le carré de soie que sa mère lui avait offert pour ses 40 ans. La photo qu'elle emportait sur absolument tous ses vols. Une paire de lunettes de lecture emmêlées dans le fil du chargeur. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas haussé la voix d'un iota. Elle s'est approchée, s'est agenouillée, a ramassé chaque objet un par un, a plié le foulard soigneusement, a essuyé le cadre de la photo avec son pouce, a glissé les lunettes dans la poche latérale. Elle a fermé le sac, du moins ce qu'il restait de la fermeture éclair, et s'est levée. Les yeux de Nadine brillaient. Elle s'est penchée et a murmuré. La voix, tremblante. « Madame, je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui lui prend. Je suis vraiment désolée. » Apolline a posé doucement la main sur le bras de Nadine. Juste un instant. Ce n'est pas votre faute. Merci de bien faire votre travail. Puis elle s'est tournée et a marché dans la passerelle, le dos droit, le menton haut, le sac sur l'épaule. Derrière elle, dans la rangée 3 de la salle d'attente, une femme a lentement baissé son téléphone. Béatrice Arnaud, 52 ans, institutrice à la retraite, originaire de Toulouse. Elle enregistrait depuis la seconde où Chassagne avait bloqué l'entrée, 4 minutes et 38 secondes de vidéo. Elle ne l'a pas postée. Pas encore. Elle a cliqué sur sauvegarder et a murmuré dans un souffle « Que Dieu ait pitié de lui ». Apolline est entrée dans l'avion. L'hôtesse de l'air à la porte, une jeune femme, nommée Chloé, l'a accueillie avec un doux sourire. « Bienvenue à bord, madame. Puis-je vous aider à trouver votre siège? Je vais très bien. 2A, merci. » Elle a remonté l'allée étroite. Classe affaires, 4 rangées, 8 sièges en cuir crème. Un éclairage ambré et chaleureux bourdonnait au-dessus. La basse vibration du groupe auxiliaire de puissance pulsait à travers le plancher de la cabine sous ses pieds. Elle a placé son sac sous le siège devant elle, et non dans le coffre à bagages. Elle ne donnerait aucune autre excuse à Chassagne. Aucune. Elle s'est assise, a attaché sa ceinture, a sorti son carnet en cuir et a débouché son stylo. Et elle a commencé à écrire. Date, heure, numéro de vol, porte, nom complet du commandant, chaque mot qu'il a prononcé, chaque action qu'il a entreprise, chaque témoin qu'elle pouvait identifier. Le bruit sec de son sac heurtant le béton. La photo de sa fille, posée face contre terre sur le sol crasseux de l'aéroport. 2 pages entières, une écriture régulière, soignée, parfaitement maîtrisée. Une hôtesse lui a proposé un verre d'eau. Elle a accepté d'un signe de tête. Merci. Elle a pris une lente gorgée et s'est tournée vers le hublot. Dehors, le soleil parisien s'enfonçait sous l'horizon. Le ciel saignait d'un orange et d'un violet profond. Les lumières de la piste s'allumaient, une par une, comme une ville, qui se réveille à l'envers. Apolline a fermé les yeux, les a maintenus clos, pendant 3 secondes. Puis elle les a ouverts, a repris son stylo, et a continué à écrire. Chassagne est entré dans le cockpit 4 minutes avant le repoussage. Il s'est laissé tomber dans le siège de gauche si fort qu'il a fait grincer l'armature. Il a enfilé son casque d'un coup sec, a ajusté le micro et a fixé le tableau de bord droit devant lui sans toucher à un seul interrupteur. Sa respiration était too lourde. Ses jointures étaient pâles autour de l'accoudoir. Le copilote, Corentin Drouet, était déjà assis à droite. La checklist prêt, vol, était affichée sur l'écran. La main ferme sur sa planchette de vol. Il était chez Air Méridien depuis exactement 3 mois. Un transfert d'une compagnie régionale basée à Lyon. Jeune. Discret. Le genre de pilote qui arrivait en avance ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole et faisait profil bas jusqu'à comprendre la politique interne. Il pouvait sentir l'énergie de Chassagne avant même que l'homme ne prononce un mot. Elle irradiait de lui comme la chaleur d'un fourneau. Ouvert. Quelque chose s'était passé à la porte. Quelque chose qui avait tendu Chassagne au point de rupture. Corentin a gardé les yeux sur sa checklist. Il n'a pas posé de questions. C'est Chassagne lui-même qui a rompu le silence. « T'as vu ce que j'ai dû gérer, là, bas ?»
Corentin a jeté un coup d'œil. Commandant? Une femme noire qui essayait de forcer le passage en classe affaires, comme si elle possédait le putain d'avion. Chassagne a secoué la tête lentement, la mâchoire grinçante. J'ai dû la mettre de côté moi-même. Les équipes au sol sont de vrais bons à rien. Ils laissent passer n'importe qui de nos jours. N'importe qui. Corentine n'a rien dit. Son stylo a cessé de bouger sur sa planchette. Ces gens-là. La voix de Chassagne s'est faite plus basse, plus grasse, comme s'ils partageaient un sale secret, entre hommes qui se comprennent. Donne-leur 1 centimètre, ils prennent toute la cabine. Je vole depuis 22 ans. Drouet. 22 ans. Et à chaque fois que l'un d'eux se pointe en classe affaires, il y a un problème. À chaque putain de fois. Corentin a fixé sa checklist. Les mots sur la page se sont brouillés pour ne plus former que des formes dénuées de sens. Il voulait dire quelque chose. Il voulait dire beaucoup de choses. Mais il n'était là que depuis 3 mois. Toujours, en période d'essai. Chassagne était le commandant de bord le plus ancien de tout, le hub de Paris CDG. Un seul mot de sa part pouvait briser la carrière de Corentin avant même qu'elle ne commence. Il a dégluti difficilement et a dit « Bien reçu, commandant. La checklist prêt, vol est terminé. » Chassagne a grogné. Il a tendu le bras vers le panneau supérieur et a commencé à basculer des interrupteurs avec une agressivité machinale. La conversation était terminée, pour lui. Pour Corentin, elle commençait tout juste à pourrir dans sa poitrine, comme quelque chose qu'il avait avalé et qui ne passait pas. La porte de la cabine s'est fermée à 19h38. 2 minutes plus tard, Chassagne a détaché son harnais et s'est levé. « Je vais saluer la cabine. » Corentin a froncé les sourcils. « On est sur le point de repousser, commandant. Ça prendra 2 minutes. Détends-toi. » Chassagne est sorti du cockpit et est entré dans la cabine de la classe. Affaire. 8 sièges, 7 passagers. L'éclairage chaud et ambré donnait à tout un aspect doré et luxueux. Un petit monde pressurisé conçu pour les gens qui avaient les moyens d'être à l'aise. Il a commencé par la première rangée. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue à bord, commandant Chassagne. Merci de voyager avec Spronsin. Nous ce soir. » Poignée de main ferme, contact visuel direct, grand sourire, généreux. Rangée 2, côté gauche. Une femme emblasée de cachemire gris. « Madame, un plaisir de vous avoir à bord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir personnellement, à moi ou à mon équipage. » Il remontait l'allée comme un politicien faisant la tournée des tables lors d'un sablaged, dîner de levée de fonds. Chaque passager avait droit à un sourire. Chaque passager avait droit à une poignée de main. Chaque passager avait droit à son nom, son grade, toute son attention. Chaque passager blanc. Quand il est arrivé, au siège 2A, il s'est arrêté. Apolline était assise, son carnet ouvert, stylo en main. Elle a levé les yeux vers lui. Son expression était neutre, patiente, dans l'attente. Il a regardé à travers elle. Ses yeux ont glissé sur elle comme s'il s'agissait d'un siège vide. Comme si le cuir crème était inoccupé. Comme si l'espace qu'elle prenait dans cette cabine n'existait tout simplement pas dans son monde. Il s'est tourné vers le passager de l'autre côté de l'allée, un homme, en costume bleu marine, et lui a serré la main avec enthousiasme. « Ravi de vous avoir parmi nous ce soir, monsieur. Bon vol. » Puis il s'est retourné vers l'avant de la cabine. 3 pas. Il s'est arrêté, s'est retourné lentement. Ses yeux sont tombés sur le sac d'Apolline, soigneusement rangé sous le siège devant elle. Exactement là où elle l'avait mis, pour éviter toute nouvelle confrontation. Ce sac. Apolline a levé les yeux. Il dépasse dans l'espace pour les pieds. Déplacez-le ou je demanderai à une hôtesse de l'air de le retirer de l'appareil. Il est entièrement sous le siège, monsieur. Il ne bloque rien. Une hôtesse de l'air, Chloé, s'est avancée depuis l'office. Elle a jeté un coup d'œil au sac, puis à Chassagne, puis de nouveau au sac. Sa voix était prudente. « Commandant, le s'éclaircit la gorge, le sac correspond aux dimensions réglementaires. Il ne gêne pas. Je n'ai pas demandé votre avis. » La voix de Chassagne claqua comme une branche morte sous le pied. Ses yeux n'ont quitté Apolline. « J'ai dit qu'il devait bouger. Allez-vous le déplacer ou
Dois-je m'en charger moi-même? Parce que nous nous souvenons tous les deux de la façon dont ça s'est passé la dernière fois. La menace a rempli la cabine comme de la fumée, lourde, étouffante, indéniable. Tous les passagers de la classe affaires l'ont entendu. L'homme en costume bleu, Marine s'est tournée pour regarder par le hublot. La femme en cachemire a étudié, ses ongles comme s'ils détenaient les réponses à un mystère crucial. Le visage de Chloé est devenu pourpre. Elle a reculé dans l'office sans dire un mot de plus. Apolline a soutenu le regard de Chassagne pendant 2 longues secondes. Imperturbable, sans ciller. Puis elle s'est penchée, a déplacé le sac d'1 centimètre vers la gauche, un geste totalement insignifiant, et ils le savaient, tous les deux. Et elle est retournée à son carnet sans un mot. Chassagne a souri. Ce mince sourire acéré d'un homme qui avait besoin de gagner chaque échange, peu importe à quel point la victoire était petite ou pathétique. Il est retourné dans le cockpit et a fermé la porte derrière lui. Apollina. Écrit une ligne. 2e confrontation. Cabine. En présence de l'hôtesse de l'air Chloé et d'environ 6 passagers de la classe affaires. 90 secondes plus tard, le système de sonorisation a grésillé. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est votre commandant de bord qui vous parle. Bienvenue. À bord du vol AM 412 à destination de Bordeaux. Juste un petit rappel. Tous les passagers sont tenus de suivre les instructions de l'équipage immédiatement, sans exception. Nous vous remercions de votre coopération pour maintenir un environnement sûr et confortable pour tous ceux qui ont leur place ici. Pour tous ceux qui ont leur place ici. Les mots se sont infiltrés dans la cabine, comme un poison lent. Chaque personne en classe affaires a compris exactement à qui ce message était destiné. La femme en cachemire s'est agitée, mal à l'aise. L'homme en costume bleu marine s'est raclé la gorge et a desserré sa cravate. Dans la rangée 4, un couple de noirs plus âgés, Aimé et Joséphine, étaient assis côte à côte. La main burinée d'Aimé a trouvé celle de sa femme. Joséphine l'a serrée sans regarder. Sa mâchoire s'est contractée. Ses yeux ont brillé. Derrière ses lunettes. Ils n'ont pas eu besoin d'échanger un seul mot. Ils avaient entendu des annonces comme celle-là toute leur vie. Des avions différents, des décennies différentes, des mots différents, le même sens. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Apolline a regardé droit devant elle. Son stylo reposait sur la page ouverte, mais ne bougeait pas. Pour la première fois depuis le début, quelque chose s'est fissuré sous la surface. Pas son sang-froid. Il restait inébranlable. Mais quelque chose de plus profond. Quelque chose d'intime et de vieux. Quelque chose qui faisait mal dans un endroit qu'elle avait passé des années à apprendre à protéger. Son téléphone a vibré doucement contre sa cuisse. Elle l'a sorti. Un texto de Zélie. Bon vol, maman. Ramène-moi un truc mignon de Bordeaux. Je t'aime tellement. Apolline l'a lu 2 fois. Son pouce a survolé le clavier pendant un long moment. Elle a répondu. Je t'aime encore plus, mon bébé. Toujours. Elle a glissé le téléphone dans sa poche et s'est tournée vers le console hublot. Les lumières de la piste s'étiraient dans l'obscurité comme une traînée de petits feux. Le bruit des réacteurs s'est amplifié. L'appareil a reculé de porte avec un gémissement sourd et grave. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose à propos de Gauthier Chassagne. Qu'il ne voulait jamais que quiconque sache. Ce n'était pas la première fois. 18 mois plus tôt, une femme d'affaires noire nommée Denise Traoré avait déposé une sans-fait Pran and One, mauvais désert. Plainte officielle après que Chassagne avait refusé de la laisser accrocher son manteau dans le vestiaire de la classe affaires. Le même vestiaire qu'il avait ouvert personnellement pour 3 passagers blancs avant et après elle. Les RH ont examiné la plainte. Chassagne a tout nié. Affaire classée. Non concluant. 11 mois plus tôt, une hôtesse de l'air d'origine maghrébine, nommée Fatima Ben Ali, avait signalé que Chassagne lui avait dit, devant tout l'équipage, qu'elle devrait être en train de servir du couscous. Au lieu de servir du champagne, classe affaires. Elle a rédigé un rapport écrit. Le syndicat est intervenu en faveur de Chassagne. Il a reçu un simple avertissement oral. Aucune sanction officielle. Aucune trace écrite. Rien. 6 mois plus tôt, une autre plainte. Une famille noire assise en classe affaires. Chassagne avait remis en question leur
Billet à la porte d'embarquement. La même routine. Les mêmes soupçons. La même humiliation silencieuse. La famille n'a jamais déposé de plainte formelle. Ils n'ont simplement plus jamais volé avec Air Meridian. 3 plaintes. 3 occasions pour le système de s'autocorriger. 3 fois, le système a choisi de regarder ailleurs. Chassagne n'était pas seulement un mauvais commandant. C'était un schéma récurrent. Un modèle que la compagnie avait décidé, encore et encore, qu'il était plus facile d'ignorer que de corriger. Jusqu'à ce soir. L'appareil a atteint son altitude de croisière. Le signal des ceintures s'est éteint avec un doux carillon. Les lumières de la cabine ont baissé d'intensité pour devenir d'un bleu apaisant. Apolline a tourné une page vierge de son carnet. Elle a continué à écrire. 43 minutes après le début du vol, Corentine. Drouet a détaché son harnais. Pause toilette, commandant. Chassagne n'a pas levé les yeux. Il scrutait les données météorologiques sur l'écran de navigation, une main posée sur le bloc des manettes des gaz. Fais vite. Corentin est sorti du cockpit. Les 3 offices situés entre la porte du cockpit et la cabine de la classe affaires sentaient les pâtes réchauffées et le café frais. Chloé préparait le service des repas, disposant de petites assiettes blanches sur un plateau en argent. Corentin lui a fait un signe de tête et a tourné à gauche vers les toilettes. C'est là qu'il l'a vue. Le siège 2A. La femme sur laquelle Chassagne fulminait depuis avant le repoussage. Elle était assise droite, les jambes croisées, stylo en main, écrivant de manière régulière, dans un carnet en cuir. La liseuse au-dessus d'elle projetait un cercle chaud autour de sa silhouette. Son visage était calme, concentré, totalement imperturbable. Corentin a posé les yeux sur elle, un regard rapide, de passage, le genre qu'on jette à un inconnu dans un avion. Puis ses pieds se sont figés. Quelque chose s'est activé à l'arrière de son cerveau. Un éclair de reconnaissance si soudain qu'il l'a ressenti physiquement, comme si une main lui avait saisi la nuque. Il connaissait ce visage. Il l'avait déjà vu. Pas dans cet avion, pas dans cet aéroport, mais sur une scène, 6 semaines plus tôt. Le sommet annuel des dirigeants d'Air Méridien, au Marriott de Lyon. 800 employés, 3 intervenants principaux. Corentin était assis au 3e rang, assez prêt pour lire le nom sur la plaque du pupitre. La dernière oratrice était apparue dans un blazer bleu marine, confiante, imposante. Elle avait parlé pendant 45 minutes sans la moindre note. Elle avait parlé de responsabilité, de la culture du silence qui permettait au mauvais comportement de survivre au sein des organisations, de ce que signifiait diriger avec intégrité quand personne ne vous regardait. La salle lui avait fait une standing ovation. Son nom figurait sur chaque diapositive, sur chaque brochure, sur le tour de coude. La conférence que Corentin avait toujours épinglée sur son tableau de liège, chez lui. Apolline Valère, directrice générale des opérations aériennes, Air Méridien. La femme du siège 2A. Le sang de Corentin s'est glacé. Il est resté figé dans l'allée pendant 3 secondes, peut être 4, assez longtemps pour que Chloé le remarque. Copilote Drouet, vous allez bien? Il n'a pas répondu. Il a fait demi-tour. A traversé l'office et a poussé la porte du cockpit. Ses jambes lui semblaient remplies de sable mouillé. Chaque pas demandait un effort. Il s'est assis, a resserré son harnais. Ses mains tremblaient. Il les a posées à plat sur ses cuisses pour les calmer. Ça n'a pas marché. Chassagne l'a remarqué. Qu'est-ce qui va pas chez toi? T'as l'air d'avoir vu un fantôme. Corentin a fixé le tableau de bord, l'altimètre, l'indicateur de vitesse, l'écran du pilote automatique. Des chiffres et des cadrans qu'il avait lus 10 000 fois. Aucun d'entre eux n'avait de sens pour lui à cet instant. Sa bouche était sèche. Son cœur frappait contre ses côtes avec une telle force qu'il était sûr que Chassagne pouvait l'entendre. « Drouet, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? » Corentin a tourné la tête lentement. Il a regardé Chassagne. Il l'a vraiment regardé. Pour la première fois de toute la soirée. Il a vu les 4 galons, dorés, les tempes grisonnantes, les 22 ans d'ancienneté gravés dans chaque ride de son visage. Il a vu un homme qui avait passé toute une soirée à humilier une femme qu'il ne connaissait pas.
Une femme qui avait le contrôle total sur sa propre carrière. Corentin a dégluti. Sa gorge a émis un cliquetis. Commandant. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. La femme du 2A. Chassagne a froncé les sourcils. Quoi elle? C'est Apolline Valère. Silence. C'est la directrice générale des opérations aériennes. Le cockpit a bourdonné. Les réacteurs vrombissaient. Le pilote automatique a cliqué doucement lors d'une correction mineure de cap. Chassagne n'a pas bougé. C'est notre patronne, commandant. C'est la patronne de tout le monde. La couleur a quitté le visage de Chassagne comme si on avait arraché une prise. Le sang s'est retiré de son front jusqu'à ses joues, laissant derrière lui un masque gris et cireux qui ne ressemblait plus à de la peau. Sa mâchoire s'est décrochée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'en est sorti. Ces mêmes mains qui avaient jeté le sac d'Apolline sur le béton 2 heures plus tôt, ont agrippé le manche avec une telle force que ses jointures sont devenues blanches comme un os. Sa voix a craqué. Ce n'est pas possible. Elle portait un jean. Elle ressemblait à. J'étais assis au 3e rang lors du sommet des dirigeants. La voix de Corentin était plate, maintenant, constante. La constance d'un homme qui comprenait exactement la profondeur du gouffre. Elle a fait le discours d'ouverture. 45 minutes. Je sais très exactement qui elle est. Chassagne. Fixer l'obscurité à travers le pare-brise, à 11 000 mètres d'altitude, face au ciel noir et vide. Les lumières d'une ville brillaient loin en dessous. Minuscules. Distantes. Inaccessibles. Comme sa carrière. Drouet. Sa voix était à peine un souffle. Ne dis rien, je t'en supplie. On peut arranger ça. Je lui parlerai quand on aura atterri. Je m'expliquerai. Je m'excuserai. Ne signale pas ça. Corentin l'a regardé. Vraiment regardé. Et pour la première fois de la soirée, Chassagne a vu quelque chose dans les yeux du plus jeune homme qui l'a terrifié. Plus que n'importe quelle turbulence qu'il avait jamais traversée. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du jugement. C'était de la pitié. Commandant, a dit doucement Corentin. Elle écrit dans un carnet depuis qu'elle s'est assise. Elle a tout documenté. La prise de Chassagne sur le manche s'est relâchée. Ses mains ont glissé sur ses genoux. Ses épaules se sont affaissées. L'homme qui avait contrôlé chaque centimètre de cet avion, chaque passager, chaque membre d'équipage, chaque annonce était assis dans son propre cockpit et réalisait, avec une clarté absolue et écrasante, qu'il ne contrôlait plus rien du tout. La femme qu'il avait humiliée, insultée et dépouillée de sa dignité, devant 50 personnes, était la seule personne sur cette planète qui pouvait l'anéantir. Et elle avait pris des notes pendant tout ce temps. Le vol a atterri à Bordeaux-Mérignac à 20 et 1,51. Les roues ont heurté le tarmac, avec un bruit sourd. Les inverseurs de poussée ont rugi. L'éclairage de la cabine s'est intensifié. Les passagers se sont agités, attrapant leur téléphone, détachant leur ceinture, tirant leur sac des coffres à bagages. Dans le cockpit, Chassagne restait immobile. Il n'a pas pris le micro pour faire son annonce d'arrivée habituelle. Il n'a pas détaché son harnais. Il n'a pas bougé. Ses mains reposaient sur ses cuisses comme deux choses mortes. La couleur n'était pas revenue sur son visage. Corentin a géré seul la checklist, après atterrissage, appelant chaque point dans le silence. Quand l'avion a atteint la porte et que la passerelle s'est connectée avec un bruit métallique, Chassagne n'avait toujours pas prononcé un mot. Corentin s'est levé. Il a fait une pause à la porte du cockpit. « Commandant, nous sommes à la porte. » Chassagne a hoché la tête une fois, un petit mouvement mécanique, comme un homme acceptant de marcher vers sa propre exécution. La porte de la cabine s'est ouverte. Les passagers sont sortis un par un. L'homme en costume bleu marine, la femme en cachemire, Aimé et Joséphine de la rangée 4 se tenant la main alors qu'ils entraient dans la passerelle. Chloé se tenait à la porte en souriant, remerciant chacun d'eux. Apolline a été la dernière à partir. Elle s'est levée, a tiré son sac abîmé dessous le siège, a ajusté son chemisier, a remonté l'allée à la même allure que lorsqu'elle avait passé les contrôles de sécurité 3 heures plus tôt. Calme, sans hâte,
Totalement maître d'elle-même, elle a quitté la passerelle et est entrée dans le terminal. 2 personnes l'attendaient. Ils se tenaient près du comptoir de la porte dans des costumes sombres, avec des badges d'identification Air Meridian épinglés au revers de leur veste. La conformité de l'entreprise. Apolline Leur avait envoyé un SMS depuis le siège 2A quelque part au-dessus de la Vienne. 1. Résumé détaillé, le numéro de vol, le nom du commandant, et 4 mots à la fin. Enquête complète, effet immédiat. Elle a marché vers eux. Ils se sont serrés la main. L'un d'eux, un homme grand, avec une tablette, a ouvert un document. Apolline a parlé doucement, désignant des lignes spécifiques dans son carnet. L'autre responsable de la conformité écoutait, hochait la tête, prenait des notes sur son téléphone. C'est à ce moment-là que Chassagne est apparu. Il est sorti de la passerelle lentement, comme un homme marchant dans une eau profonde. Son uniforme était froissé. Sa casquette de commandant était coincée sous un bras. Ses yeux étaient injectés de sang et cernés de poches sombres qui n'étaient pas là 3 heures plus tôt. Il les a vus immédiatement. Apolline, les 2 types en costume, la tablette, le carnet ouvert sur la banque du comptoir. Il s'est arrêté et resté là pendant 5 longues secondes. Le terminal bourdonnait autour de lui. Les annonces haut, micro, les valises à roulettes, les rires lointains. Mais rien de tout cela ne l'atteignait. Il était scellé à l'intérieur de son propre silence. Puis il s'est approché. Madame Valère. Sa voix a craqué sur la première syllabe. Je veux m'excuser. Je n'avais pas réalisé. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez. Si, j'avais su. Apolline s'est tournée pour lui faire face. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'a pas plissé les yeux. Elle l'a regardé de la manière dont un chirurgien regarde une radiographie. Avec précision. Sans émotion. C'est exactement là le problème, commandant. Vous ne devriez pas avoir besoin de savoir qui je suis pour me traiter avec un minimum de respect humain. La bouche de Chassagne s'est ouverte. Puis refermée. Puis ouverte à nouveau. Rien n'en est sorti. Il se tenait au milieu du terminal, sa casquette de commandant sous le bras, et n'avait absolument plus rien à dire. Le responsable de la conformité le plus grand s'est avancé. Commandant Gauthier Chassagne, avec effet immédiat, vous êtes suspendu de toutes les opérations de vol, attendant une enquête formelle sur votre conduite lors du vol AM 412. Veuillez remettre votre badge d'équipage et votre carte d'identité professionnelle. La main de Chassagne a tremblé lorsqu'il a détaché son badge. Il l'a tendu comme s'il pesait 20 kilos. Le responsable l'a pris sans un mot. La gendarmerie des transports aériens va vous escorter hors du terminal. Vous n'êtes autorisé à contacter aucun membre d'équipage impliqué dans cette affaire. Vous recevrez une notification officielle sous 48 heures. 2 gendarmes sont apparus depuis le couloir. Ils se sont placés de chaque côté de Chassagne. Il n'a pas résisté. Il n'a pas protesté. Il a marché entre eux la tête baissée, sa casquette écrasée, contre ses côtes, ses chaussures cirées claquant contre le sol du terminal. Chaque pas plus petit que le précédent. Les passagers à la porte d'à côté l'ont regardé passer. Quelques-uns ont chuchoté. Quelques-uns ont pris des photos. La plupart se sont contentés de le fixer. Dans l'heure qui a suivi, 3 déclarations sous serme ont été déposées. Corentin Drouet a rédigé 4 pages. Chaque mot que Chassagne avait dit dans le cockpit. Chaque mot qu'il avait dit à propos d'Apolline. Chaque mot que Corentin aurait aimé avoir le courage de contester sur le moment. Nadine Lefebvre a donné son témoignage par téléphone depuis Paris. Sa voix était ferme. Ses détails étaient précis. Et Béatrice Arnaud a envoyé sa vidéo par mail, 4 minutes et 38 secondes, transmise à l'équipe de conformité avant même que ce vol de correspondance n'embarque. L'épreuve était accablante. La machine s'était mise en marche. Et cette fois, elle ne détournait pas le regard. L'enquête a commencé le lendemain matin à 6h. Maître Fabienne Rostand, directrice juridique d'Air Méridien, est arrivée au siège social à Paris avant, même que le soleil n'éclaire le parking. Elle portait une mallette en cuir, noire, un grand café et 26 ans d'expérience juridique qui lui avaient appris une maïs. Chose par-dessus tout, quand les preuves sont irréfutables, il faut agir vite.
À 7h du matin, elle avait étalé le dossier complet du personnel de Chassagne sur sa table de conférence. Chaque évaluation de performance, chaque félicitation, chaque plainte. Elle a lu chaque document 2 fois. Elle a surligné des dates. Elle a entouré des noms. Elle a construit une chronologie sur le tableau blanc derrière son bureau. 3 plaintes antérieures. 3 incidents distincts. 3 victimes différentes. Toutes signalées. Toutes examinées. Toutes enterrées sous des couches de jargon bureaucratique conçu pour donner aux choses hideuses un air administratif. Non concluant. Avertissement oral prononcé. Aucune action supplémentaire recommandée. Maître Rostand a fixé ses phrases pendant un long moment. Puis elle a pris son téléphone et a passé le premier des 14 appels qu'elle ferait ce jour-là. Elle a commencé par les anciennes plaintes. Denise Traoré, la femme d'affaires à qui Chassagne avait refusé l'accès au vestiaire de la classe affaires 18 mois plus tôt. Rostand l'a appelée personnellement. Denise est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit « J'attends cet appel depuis 1 an et demi. » Fatima Ben Ali, l'hôtesse de l'air à qui Chassagne avait dit d'aller servir du couscous. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Sa voix tremblait avant même que Rostand n'ait fini sa première phrase. « Je pensais que personne ne me croirait jamais », a-t-elle dit. Puis les nouveaux témoins sont arrivés. La nouvelle s'était répandue dans le réseau des équipages d'Air Méridien pendant la nuit. 2 autres hôtesses de l'air du hub de Paris CDG se sont manifestées de leur côté. L'une d'elles, âgée d', décrit comment Chassagne avait refusé de reconnaître un copilote noir lors d'un briefing pre-vol, faisant comme si l'homme n'existait littéralement pas dans le Prest cockpit pendant tout un vol de 3 heures. L'autre se souvenait que Chassagne avait fait une blague dans la salle de repos des équipages concernant la Jevite Spray. Nécessité de décontaminer la cabine. Après le débarquement d'une famille noire, une agente d'embarquement du hub de Lyon a soumis une déclaration écrite racontant comment Chassagne l'avait réprimandé devant des passagers pour avoir assigné un couple de noirs à un groupe d'embarquement prioritaire. Il m'a dit que je ruinais l'image de marque de la compagnie, a-t-elle écrit, ces mots exacts. 5 témoins, 3 anciens, 2 nouveaux, racontant tous la même histoire. Des vols différents, des villes différentes, des années différentes, le même homme, la même haine, le même schéma. Maître Rostand a compilé le tout en un seul dossier. 41 pages. Elle l'a soumis au comité de direction à midi. Le syndicat a répondu dans les 2 heures. Le représentant syndical de Chassagne au SNPL, un négociateur chevronné nommé Gilles Maréchal, a demandé une réunion d'urgence. Il est arrivé préparé, avec des arguments procéduraux. Préavis insuffisant. Non-respect des protocoles de sanctions progressives. Risque de poursuite pour licenciement abusif. Rostand l'a écouté patiemment. Puis elle a ouvert son ordinateur portable et a lancé la vidéo de Béatrice Arnaud. 4 minutes et 38 secondes. La pièce est devenue silencieuse. Maréchal a vu Chassagne arracher le sac, l'a vu heurter le béton, a vu la fermeture éclair éclater, a vu Apolline s'agenouiller sur le sol sale et ramasser ses affaires une par une, a vu Chassagne se tenir au-dessus d'elle, comme si elle n'était rien. Quand la vidéo s'est terminée, Rostand a refermé doucement l'ordinateur. Cette vidéo n'a pas encore été rendue publique, tout a-t-elle dit. Mais Madame Arnaud nous a informé de son intention de la paquetimer. Postée ce soir. Quand elle le fera, toutes les chaînes d'infos en continu du pays l'auront demain matin. La question n'est pas de savoir si le commandant Chassagne est licencié pour faute lourde. La question est de savoir si ce syndicat veut que son nom soit associé à sa défense quand cela arrivera. Maréchal a refermé son dossier. Il s'est levé. Il est parti sans un mot de plus. Le syndicat a retiré son objection à 15-0. Ce soir-là, Béatrice Arnaud a posté la vidéo sur les réseaux sociaux avec une seule légende. Voici ce qui s'est passé sur mon vol hier soir. Regardez. Jusqu'au bout. En 6 heures, elle cumulait 4 millions de vues. À minuit, 11 millions. La section des commentaires est devenue un incendie de forêt. Des milliers de personnes partageant leurs propres histoires, des passagers, des hôtesses de l'air, des agents d'escale, des pilotes. Des gens qui avaient été humiliés,
rejeté, remis en question et rabaissé, et à qui l'on n'avait jamais donné de raison de croire que quelqu'un les écoutait. Dès le lendemain matin, toutes les grandes chaînes d'information du pays s'étaient emparées de A.T. l'histoire. Le journaliste Julien Verviers a livré le reportage le plus approfondi sur BFM TV. Son segment de 12 minutes incluait la vidéo complète, une interview de Béatrice Arnault, des déclarations de deux des anciennes plaignantes et une réponse face caméra du PDG d'Air Méridien, une condamnation, les lèvres pincées, soigneusement formulées, qui utilisait les termes « tolérance »,« zéro » et « comportement inacceptable » à 4 reprises chacun. Verviers a conclu son segment avec une seule phrase qui allait être citée dans la presse pendant des semaines. La question n'est pas de savoir pourquoi le commandant Chassagne s'est comporté de la sorte. La question est de savoir pourquoi on l'a laissé faire pendant 22 ans. Air Méridien a publié un communiqué de presse officiel l'après-midi même. Le commandant Gauthier Chassagne était licencié pour faute lourde, non seulement pour l'incident survenu sur le vol AM 412, mais pour un modèle de conduite discriminatoire à caractère racial, soutenu et documenté sur de multiples années, de multiples vols et envers de multiples victimes. Son licenciement était immédiat, définitif et sans indemnité. La Direction générale de l'aviation civile, DGAC, a annoncé un examen officiel de la licence de pilote de Chassagne et de son dossier de conduite. Si les infractions étaient confirmées, sa licence serait définitivement révoquée. 3 des précédentes victimes de Chassagne ont engagé des avocats. Des poursuites au civil et des plaintes au pénal étaient attendues dans les semaines à venir, non seulement contre Chassagne personnellement, mais contre Air Méridien pour son inaction face à des alertes répétées. Et puis, Apolline a pris la parole. Elle n'a accordé qu'une seule interview. Une caméra, un fauteuil, pas de notes, pas d'avocat debout derrière elle. Elle n'a pas triomphé. Elle n'a pas explosé de colère. Elle est restée assise, les mains jointes, et a parlé d'une voix calme et assurée, la même voix qu'elle avait utilisée pour dire à Chassagne que son billet était valide. Elle a parlé des passagers qui l'avaient précédé. Ceux qui n'avaient ni titre, ni autorité, ni carnet rempli de preuves. Ceux qui avaient été humiliés à la porte d'embarquement et n'avaient d'autre choix que de s'asseoir, de se taire et de voler en silence avec la honte qui leur brûlait encore la peau. J'avais le pouvoir de faire quelque chose, a-t-elle dit. La plupart des personnes subissent cela ne l'ont pas. Ce n'est pas leur échec. C'est l'échec du système. Et les systèmes ne se réparent pas d'eux-mêmes, ce sont les gens qui les réparent. Mais seulement s'ils refusent de détourner le regard. Une semaine plus tard, Air Méridien a annoncé une initiative de réforme à l'échelle de l'entreprise. Une nouvelle formation obligatoire sur les préjugés pour tous les membres d'équipage. Un comité de surveillance indépendant pour les plaintes de discrimination. Une politique disciplinaire de tolérance zéro avec escalade automatique, plus d'avertissements oraux, plus de dossiers classés, plus question de regarder ailleurs. Le programme a été développé et supervisé par la Direction des opérations aériennes. Le bureau d'Apolline Valère. Alors, où en sont-ils aujourd'hui? Laissez-moi vous le dire. Apolline Valère vole encore en classe économique parfois. Elle se présente toujours aux portes d'embarquement en jeans et baskets avec ce même sac de voyage en cuir. Celui avec la fermeture éclair cassée qu'elle n'a jamais remplacé. Elle l'a gardé exprès. Un rappel. Non pas de ce que Chassagne lui a fait, mais de ce qu'elle a fait en retour. Son programme d'inspection mystère trimestriel n'a pas seulement survécu au scandale. Il est devenu la norme. En l'espace d'un an, 3 autres grandes compagnies aériennes européennes ont adopté le même modèle. Des cadres supérieurs voyageant de manière anonyme, évaluant comment leurs équipes se comportaient réellement quand personne d'important ne regardait. La presse, spécialisée, a appelé cela le « protocole Valère ». Apolline n'a jamais aimé ce « nom ». Elle disait qu'il ne devrait pas falloir qu'une directrice générale soit humiliée pour qu'une compagnie aérienne traite ses passagers comme des êtres humains. Mais le nom est resté malgré tout. Corentin Drouet est passé commandant de bord en 22 mois. La promotion la plus rapide du hub parisien d'Air Méridien depuis plus d'une décennie. Pas à cause de l'incident Chassagne, bien que ça n'ait pas nui.
Parce qu'il était un excellent pilote qui avait compris quelque chose que la plupart des gens apprennent trop tard. Face à l'injustice, le silence n'est pas de la neutralité. C'est de la permission. Il a dit un jour à un journaliste que le plus dur n'était pas ce qui s'était passé sur le vol AM 412. Le plus dur, c'était les 3 mois qui avaient précédé. Chaque fois qu'il avait entendu Chassagne dire une horreur dans le cockpit et qu'il n'avait rien répondu. Chaque fois qu'il avait ravalé ses mots en se disant que ce n'était pas sa place. « Je ne referai jamais ça », a-t-il dit. Pour aucun emploi. Pour aucun commandant. Pour rien au monde. Nadine Lefebvre a reçu les félicitations officielles du comité exécutif d'Air Méridien pour son professionnalisme lors de l'incident à la porte. On lui a offert une promotion en tant que responsable d'escale à Roissy CDG. Elle a accepté. Lors de son premier jour, elle a épinglé son nouveau badge sur sa veste, s'est regardée dans le miroir et a pleuré. Pas parce qu'elle était fière, même si elle l'était, mais parce qu'elle n'arrêtait pas de penser à tous les autres passagers qu'elle avait vus se faire traiter comme Apolline, et au nombre de fois où elle avait voulu dire quelque chose, sans le faire. Aujourd'hui, elle forme les nouveaux agents. Première leçon, à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de savoir qui est quelqu'un pour le traiter avec dignité. Ce n'est pas une recommandation. C'est la base de ce métier. La vidéo de Béatrice Arnault a atteint 62 millions de vues. Elle ne l'a jamais monétisée. Elle n'a jamais accordé d'interview contre de l'argent. Quand les journalistes lui ont demandé pourquoi elle l'avait publiée, elle a répondu « Parce qu'on m'a appris que si on voit quelque chose de mal et qu'on a la capacité de le montrer au monde, on ne range pas son téléphone. On appuie sur « Enregistrer ». Et Gauthier Chassagne. Il n'a plus jamais piloté. Sa licence de vol lui a été officiellement retirée par la DGAC 4 mois après l'incident. Il a conclu des transactions à l'amiable pour éviter les procès dans 2 des 3 affaires civiles. La 3e est allée au tribunal. Il a perdu. Aux dernières nouvelles, il occupait un poste administratif dans un centre de logistique, périphérie de Mulhouse. Pas d'uniforme, pas de galon doré, pas de cockpit. Aucun passager à saluer, à ignorer ou à humilier. Juste un bureau gris dans une pièce grise. Devant rendre des comptes à des gens qui n'ont aucune idée de qui il était avant. L'industrie du transport aérien ne l'a pas oublié, en revanche. Son nom est devenu un cas d'école, enseigné dans les programmes de formation des équipages de 6 compagnies différentes, pas comme un méchant de film. Comme un avertissement, comme la preuve de ce qui arrive quand l'arrogance rencontre la responsabilité et que la responsabilité gagne. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à cette porte d'embarquement? Seriez-vous resté silencieux? Auriez-vous pris la parole? Auriez-vous appuyé sur « Enregistrer comme Béatrice » Laissez votre réponse dans les commentaires. Je veux l'entendre. Si cette histoire vous a touché en plein cœur, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. Parce que le respect ne coûte rien. Mais le manque de respect? La facture finit toujours par tomber. Et je crois que la leçon ici est plutôt claire. Le respect n'est pas quelque chose que l'on accorde en fonction de qui est la personne. C'est quelque chose que l'on accorde en fonction de qui l'on est soi-même. Le moment où vous décidez que quelqu'un mérite moins à cause de son apparence ou de la place où il s'assoit, cela ne dit rien sur eux. Cela dit tout sur vous. Deuxièmement, le silence est un choix et il n'est jamais neutre. Quand vous voyez quelque chose de mal et que vous ne dites rien, vous ne restez pas en dehors de ça. Vous le laissez se produire. Vous dites à la personne qui est blessée qu'elle est toute seule. Et vous dites à la personne qui le fait que c'est acceptable de continuer. Troisièmement, le pouvoir sans intégrité est dangereux. Un titre, un uniforme, une position, rien de tout cela ne fait de vous une bonne personne. Cela fait juste de vous quelqu'un qu'on entend plus fort. Et si la seule chose qui vous retient est la peur de vous faire prendre, ce n'est qu'une question de temps. Et quatrièmement, la façon dont vous traitez les gens quand aucune personne importante ne regarde. C'est la vérité de ce que vous êtes. Pas la poignée de main pendant la réunion. Pas le sourire devant l'appareil photo. Non, ce moment où vous pensez que personne ne tient les comptes. C'est là qu'est votre vrai visage. Alors laissez-moi vous demander.
Avez-vous déjà vu quelque chose de mal et gardé le silence? Ou avez-vous pris la parole? Dites-le moi dans les commentaires. Si celle-ci vous a touché, partagez, aimez. Abonnez-vous pour être là pour la prochaine. Et n'oubliez pas, le respect ne coûte rien. Mais le manque de respect, la facture finit toujours par tomber.